Les valeurs de la boxe, du sport en général, c'est la rigueur, c'est le sérieux, c'est la détermination. C'est ce que j'aime chez les sportifs, c'est vraiment qu'ils vont au bout. En fait, c'est la victoire de l'esprit sur le corps. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Championne du monde. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de nouveautés, d'innovation, de futur. Le futur est là, le futur c'est aujourd'hui. Je vais essayer de me limiter dans mes expressions un petit peu passées, mais on va vous parler de trucs autonomes, mais pas de voitures, de bateaux. Et je pense que vous allez être surpris que à quel point c'est intéressant. Il y a aussi le Fairphone, le téléphone vraiment écolo que vous avez tous demandé à corps et à cri, donc que maintenant vous allez l'acheter, bon sang de bois. On va aussi parler de drones qui sont utilisés pour le bien et pour le mal, de rumeurs d'Apple, parce que c'est la rentrée, donc forcément, on va commencer à parler des rumeurs et de plein d'autres choses. Avant ça, je veux quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Aujourd'hui, spécifiquement, Stéphanie Bénard, Loïc Akono, Tony Boivin, William Laurent, Yasmina Attila El-Hodar, Laurent Licourt, Jérôme Ringard, Anthony Santos, Maro Lani et Arnaud Lefebvre. Merci à vous tous de soutenir l'émission, c'est grâce à vous que cet épisode est possible et grâce à tous les autres qui soutiennent également. Pour m'aider à parler du futur, donc, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Kainborg. D'une part, on va te mettre de ce côté à droite. Comment ça va, Jérôme ? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Je me prépare à partir en vacances. Donc, encore Comment ça, encore ? On a le droit de partir en vacances quand même. Je ne suis pas parti l'année dernière. L'événement, ce sera quand tu partiras au travail. Ouais, ça va, hein, monsieur. Je stream jusque dans mes chiottes. Et justement, monsieur, je stream tout le temps. Je vais pas être aussi insultant que Jérôme. C'est-à-dire à ma gauche, l'ami Corben. Comment ça va, Corben ? Bah, écoute, ça va, les enfants sont retournés à l'école ce matin et donc je vais pouvoir reprendre une activité normale. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà. Tu vas avoir 4 jours jusqu'à ce qu'ils reviennent contaminés, en fait. C'est exactement ça, voilà. Très bien, très bien. Je vais en profiter, ça va être les 4 jours les plus beaux de ma vie. Bon, bah écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce que tu vas pouvoir en faire de ces 4 plus beaux jours de ta vie. En attendant, on va faire l'heure la plus belle de toute notre vie. Et nous, je pense à tous ceux qui écoutent l'émission, puisqu'on va vous parler de plein de choses tech. Je faisais une remarque la semaine dernière en disant que ces temps-ci, on ne parle que de politique et de géopolitique et d'économie et des conséquences de la tech sur tout ça. Et on m'a dit « Ah, mais Patrick, faut pas te sentir coupable, les gens écoutent, les gens aiment, c'est pour ça qu'on écoute l'émission, et c'est important. » Et du coup, ça m'a un petit peu fait... C'est pas que je culpabilisais, mais je me sentais un petit peu... comment dire ? Oui, si, un tout petit peu coupable de faire ça, mais en fait, non, ça m'a fait déculpabiliser, donc merci à vous. Mais... quand même, aujourd'hui, on va en faire un petit peu moins parce qu'il y a plein de sujets vraiment tech, mais tech limite recherche, qui sont hyper intéressants. Et je me suis dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui. On aura aussi un petit peu de trucs sérieux en deuxième partie d'émission, évidemment. Mais on va commencer avec non pas un monologue, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à expliquer. Vous savez, maintenant, je fais mon petit monologue comme dans les talk-shows, qui est écrit. Et là, ce n'est pas le cas, il n'est pas écrit, mais je vais vous résumer ce qui se passe dans le domaine des bateaux autonomes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est absolument passionnant. Il y a une société qui s'appelle Promer, ou Promare peut-être, qui est une société anglaise, qui est en train de préparer l'annonce de son bateau autonome, le Mayflower, qui rappelle des souvenirs, qui sera annoncé le 16 septembre à Portsmouth, donc exactement comme le vrai Mayflower. Il y a d'autres sociétés qui travaillent à des bateaux autonomes, parce que, en fait... contrairement aux véhicules autonomes sur route, les bateaux autonomes, ça peut être beaucoup plus facile à implémenter et extrêmement utile très très vite.
On vous le rappelle, 70% de la Terre est occupée par de l'eau et il y a beaucoup trop peu d'humains et de véhicules flottants, de bateaux, pour explorer tout ça. Et il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Par exemple, si on a besoin d'humains sur le bateau, eh ben, par exemple, on a besoin de toilettes. Et si on a besoin de toilettes sur le bateau, eh ben, on a besoin d'eau sur le bateau, ce qui fait que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et il faut stocker l'eau, il faut l'extraire, enfin l'eau, les déchets, il faut les extraire à port. C'est super cher, c'est compliqué, ça prend de la place. Si on enlève les humains d'un bateau, on peut faire avec un bateau de 12 mètres, ce qui nécessiterait un bateau de 60 mètres. Il y a une autre société qui s'appelle SeaKit qui fait un bateau qui coûte 1/100 de ce que coûterait l'équivalent, qui consomme en énergie, 1/100 de ce que consommerait l'équivalent s'il y avait d'un équipage à bord. Du coup, c'est un domaine de recherche qui est hyper intéressant. Il y a des sociétés norvégiennes, par exemple, qui sont en train de faire des partenariats avec des sociétés de distribution pour des bateaux électriques avec quasiment pas d'équipage qui seront livrés en 2022. C'est plus des sortes de barges que des bateaux pour transporter les fournitures, enfin le matériel qu'ils doivent livrer dans leur magasin par les voies maritimes et par les rivières et les fleuves plutôt qu'avec des camions. Donc ça coûte moins cher, c'est plus écolo et c'est plus facile à gérer. Et de fait, la manière dont ça fonctionne avec les bateaux, c'est beaucoup plus simple techniquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'embarrasser des piétons qui traversent, de repérer 40 000 voitures qui roulent en même temps. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile à gérer au niveau autonomie. Et donc ils sont en train de développer des choses pour la recherche, par exemple, pour envoyer des bateaux pour cartographier les fonds marins qu'on n'a pas possibilité de cartographier parce qu'il y en a juste trop et pas assez de gens. Il y a une opportunité là-dedans qui est intéressante. Ceci dit, il est impossible, ou en tout cas très peu probable, qu'on remplace les gros conteneurs, les gros bateaux à conteneurs et les tankers, parce qu'ils ont énormément de marchandises qui a une valeur de dizaines de millions, de centaines de millions de millions de dollars, et ils sont équipés avec un équipage qui est relativement limité. Donc ça ne va pas être pour le transport de grosses marchandises. Par contre, au niveau de la recherche et des petits transports, ça peut être à la fois donc plus économique et plus économique financièrement et plus écologique également de développer ce genre de véhicule. Donc, c'est à la base essentiellement pour des missions scientifiques et de recherche, mais ça peut développer les choses au-delà à terme. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Il y a un article qui est très très bien écrit sur le Wall Street Journal sur ce sujet. Je vais le mettre dans la newsletter. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à la newsletter, c'est sur notrepatrick.com. Il y a un petit lien pour s'abonner. Je vais le mettre dans la newsletter de cette semaine avec plein d'autres articles de ma veille, les articles les plus intéressants de ma veille. Mais ouais, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que vous trouvez ça aussi passionnant que moi ? Jérôme, par exemple, toi, qu'est-ce que tu penses de ces bateaux autonomes plutôt que des voitures autonomes ? Je pense que oui, on le sait, en plus les bateaux sont quand même extrêmement polluants et le fait de pouvoir faire des bateaux qui sont plus autonomes sans l'équipage devrait réduire. En plus, il y a ça permet de les équiper à l'électrique beaucoup plus facilement. Oui, voilà. Moi, j'imagine plutôt le futur, des grandes barges avec des panneaux électriques. Il y a beaucoup de fret où on n'a pas besoin de livraison dans la journée Amazon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des marchandises qui peuvent. C'est pas grave si ça prend des mois pour traverser l'océan. Et on peut imaginer des barges qui flottent, ont des panneaux solaires pour avancer quand il y a du soleil, et avoir comme ça du transport lent, beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique aussi. On peut imaginer des trains de bateaux, puisque effectivement, la gestion des collisions et tout ça est finalement plus simple avec l'autonome qu'avec des pilotes humains. Je lisais effectivement les articles. Il y a quand même des difficultés en mer. C'est vrai que
affronter des grosses tempêtes, etc., il faut construire certains types de bateaux et qu'ils aient un certain type de réaction. C'est pas facile en autonome. Pareil pour s'approcher dans les ports. Ils sont pas convaincus que le Mayflower qui va être lancé d'ici la fin de l'année, pourra accoster tout seul, le faire tout seul cette partie. Ouais. Oui, mais on va dire c'est presque un effet de port, si je puis dire. Il suffira de construire des ports faits pour les bateaux autonomes. À terme, peut-être. Qui seront peut-être plus faciles à gérer. Bien évidemment, je pense que dans les réactions, tu vas avoir des gens qui vont dire « mais le boulot de nos pauvres marins, etc. » Là, on va revenir dans les vieux débats. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de mineurs de charbon. Enfin, oui, des métiers vont disparaître, pas complètement. Il y aura toujours des marins. Aujourd'hui, on fait toujours de l'équitation, même si on se sert pas des chevaux pour les transports urbains. Donc, il y aura toujours des marins de plaisance. Il y aura toujours le plaisir des marins. Et puis, il y aura probablement, comme tu le dis, sur des cargaisons très précieuses et tout ça, peut-être qu'on préférera quand même avoir un équipage. Disons que c'est pas pour tout de suite le complètement autonome, quoi. Ouais, mais je suis quand même persuadé que marin de marine marchande n'est pas un métier d'avenir. Voilà. Vaut mieux pas s'engager, je pense, dans cette voie-là. Mais au même titre que conducteur de train, même conducteur d'avion, même pilote de chasse. Je pense que on le voit bien. Alors, on peut s'attrister parce qu'on a un petit peu une nostalgie. C'est vrai que de regarder des films sur des traversées de l'Atlantique où ça sera un robot qui traverse, ça sera pas très intéressant. Mais peut-être qu'il aura moins de chances de se prendre un iceberg, quoi. Et moi, je me disais ça parce qu'il y avait des articles aussi sur les premiers combats des avions de chasse autonomes contre des avions de chasse pilotés. Alors, c'est sûr qu'un Top Gun avec des AI, ça va pas être passionnant à regarder. Mais on sent bien quand même que l'humain devient un frein, finalement, à une évolution dans les transports. Dans les transports de marchandises, dans aussi le militaire, dans les véhicules militaires, l'humain devient finalement un facteur qui augmente les coûts, la pollution, qui complique les choses, qui crée des accidents. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui justifie en fait la présence d'un humain, quoi. Écoute, de là à ce qu'on puisse citer cette citation à une intelligence artificielle qui arrivera à la même conclusion, je pense qu'on n'en est pas si loin. Cyberdine est parmi nous. Corben, toi, ça t'inspire quelque chose ou ouais, moi je trouve ça plutôt cool. Enfin, sur le papier, ça a l'air vraiment sympa. J'aime bien ton idée, Jérôme, de train-bateau. Je trouve ça vraiment sympa. Après, j'imagine qu'effectivement, si on voulait vraiment se passer 100% d'équipage, il y a des pirates dans la mer encore maintenant. Et je me dis, j'imagine déjà ces bateaux, tu sais, un peu comme des coffres-forts avec peut-être une espèce de, je sais pas, de surface électrisée où tu peux pas monter dessus, tu peux pas les braquer, tu vois. Des tourelles de défense autonome. Mais c'est ça. Voilà, il y a beaucoup de ça. On parle de Cyberdine, on met des Terminators sur le bateau et c'est réglé. T'es obligé. Parce que même en termes de pièces détachées, imagine, tu détournes, même s'il n'y a pas de valeur dans le bateau, tu détournes quand même un bateau, tu peux le reprogrammer, l'utiliser pour toi. Donc après, voilà, c'est quand même un truc. Ça me paraît compliqué qu'il y ait vraiment zéro humain, ou alors zéro humain sur un train comme ça de bateau, comme disait Jérôme, et peut-être autour des bateaux avec quelques humains pour veiller à sa sécurité, un peu comme une diligence, quoi. Après, les pirates auront aussi des bateaux pirates autonomes. En fait, mais ça coûte cher. Il faudrait déjà d'abord qu'ils les volent. Ouais. Oui. Donc voilà. Mais sinon, j'aime bien aussi, par exemple, cette idée là j'avais déjà lu ça de bateaux autonomes qui aspirent le plastique dans les mers, etc. C'est typiquement ce genre de truc qu'on pourrait imaginer entre guillemets sur des bateaux plus petits avec plus d'autonomie et qui pourraient faire ça H24 avec une espèce de base centrale et tout centralisé comme ça, quoi. Je sais pas. Et ben justement, et puis moi qui ai une peur bleue des requins, si on pouvait avoir un petit bateau qui surveille tous les requins de la mer pour avertir, ça serait génial. Tu auras des requins robots qui vont te poursuivre. Bon, bah justement, pour éviter de mettre des plastiques dans la mer, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a le Fairphone, dont je voudrais vous parler un instant. Sur la question des véhicules, je vais quand même mentionner la Citroën Ami, qui a été en test ces derniers jours dans la plupart des sites de véhicules, enfin de tests auto
et de certains tests tech également, et notamment le site de nos amis de Numérama, chez qui Julien Cadeau, ami de l'émission, a testé la Citroën Ami. En fait, c'est intéressant parce que c'est un véhicule qui répond à tous les besoins théoriques de ce type de véhicule. En gros, c'est à peu près un scooter avec un toit qui coûte 7 000 €. On va dire ça comme ça, c'est un scooter avec un toit électrique sans permis qui roule à 45 à l'heure, je crois. En gros, pour la ville, on a vraiment besoin de rien de plus. Sauf que dans son test, je mettrai également le lien vers la vidéo dans la newsletter, mais dans son test, Julien passe son temps à dire « Bon, c'est pas non plus pour tel truc, c'est pas non plus pour tel truc, c'est pas non plus pour tel truc, mais c'est parfait, c'est exactement ce dont on a besoin. » Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu le truc qui est parfait en théorie, mais qu'en pratique, personne va vouloir, ou à part quelques militants, et il faudrait, et effectivement, c'est le truc dont on a besoin, je suis bien clair là-dessus, mais je crains qu'il y a tellement de problèmes potentiels que personne ne va le vouloir, et c'est un petit peu comme le Fairphone, je le mets un peu dans la même catégorie. Le Fairphone, c'est un téléphone qui en est à sa 3e édition, qui est un téléphone fabriqué de manière équitable et recyclable et échangeable. Par exemple, si on a acheté le Fairphone 3, eh ben on peut acheter le module, on pourra bientôt acheter le module caméra du Fairphone 3 Plus, qui sort ces temps-ci, là, au mois de septembre, pour un peu moins de 500 €. Donc on pourra acheter uniquement le module caméra pour 70 € si on veut changer le module caméra. Sauf que, bon, d'une part, les Fairphone 2 et 1, ils ne sont pas inclus dans ce programme d'upgrade, parce que techniquement, ça a changé. Puis en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je voudrais un téléphone équitable, etc. » Mais après, quand il s'agit de l'acheter vraiment, je crois qu'il n'y a pas énormément de monde qui le fasse. Donc, on est un petit peu dans le même cas de figure. C'est un peu comme les contributeurs des émissions. Tout le monde dit « Ouais, abandonnez la pub, il faut un système autofinancé. » Et puis quand tu dis aux gens « Bah alors, t'es prêt à financer nos émissions ?» Voilà, il y a un peu ce phénomène-là. Il y a le déclaratif et après, il y a les actes. Ouais, moi je suis dans la situation où il y a plein de gens très cool qui joignent les actes à la parole, mais c'est vrai que c'est pas souvent le cas. Peut-être que dans l'audience du Rendez-vous Tech, il y a plein de gens qui achètent le Fairphone, c'est possible. Corben, tu t'équipes en Fairphone et en Citroën Ami ? Alors, Citroën Ami, bah, du coup, j'en parlais sur mon stream hier. Il y en a un dans le chat de mon Twitch qui, sa femme a acheté ça ou va acheter ça. En tout cas, il va s'équiper. Bon, je trouvais ça un peu rigolo, moi, mais c'est vrai que c'est vraiment la voiture. T'as l'impression qu'il va en vendre 3, quoi. Donc, à voir. Entre parenthèses, c'est aussi en location. Hein. C'est une voiture qui est disponible. C'est vraiment un modèle intéressant. On en parlait déjà il y a quelques temps. C'est la voiture qu'on peut aller acheter, pour laquelle on peut acheter un forfait à la Fnac ou chez Darty. Tu sais, c'est un modèle vraiment original, quoi. C'est genre 20, 30, 50 €. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je rentre dedans ? Est-ce que physiquement, mon petit gabarit va se mouler au siège de la Ami ? Je ne pense pas, mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Ça avait l'air relativement spacieux, hein, quand même. Il y a peut-être un toit ouvrant pour toi. Ouais, peut-être, ouais. Et sur le Fairphone, disons que sur le papier, je trouve ça bien, effectivement, etc. Mais après... objectivement, t'en fais rien du truc, quoi. Là, pour l'instant, je crois tout marche pas encore très bien. Enfin, c'est pas encore super méga utilisable comme avec un smartphone qu'on pourrait trouver dans le commerce, même pas cher, quoi. Donc, à voir. C'est vraiment un truc, pour moi, c'est un truc de dev. C'est un truc de barbus, de dev, de gens qui veulent développer leur truc dessus et s'amuser. Mais c'est pas un téléphone grand public encore. Enfin, j'irai pas jusque-là. C'est un téléphone qui est sous Android 10, qui a un Snapdragon qui n'est pas le meilleur Snapdragon de la Terre, c'est un 632, mais il fonctionne. C'est le Fairphone 3 et le 3 Plus. Le 3 Plus passe sur 10. La caméra de base, enfin l'appareil photo est à 48 mégapixels, le nouveau module. Il y a quand même, c'est un téléphone... Je dis pas que le matos c'est pourri. Hein. Ouais, c'est un téléphone bon marché... Enfin non, pardon, c'est un téléphone qui a des caractéristiques de téléphone très bon marché, mais pour un prix de téléphone moyen de gamme. Mais c'est ce qu'il faut faire quand tu veux faire un truc vraiment recyclable, machin, quoi. Ouais, mais après, c'est à l'utilisation, tu vois. Ah bah bien sûr, mais oui, mais c'est ça le compromis, c'est le problème. C'est compliqué. Moi, juste pour la Ami, moi, je pense que effectivement, ce type de véhicule, j'y crois pas trop à l'achat. On va pas acheter ce type de véhicule, mais je pense que c'est clairement l'avenir.
Enfin, moi qui suis un super urbain, enfin, l'essentiel de ma vie est à Paris. Et un urbain super aussi. Et un urbain super, merci. Oh, comme t'as pris la perche. Alors bon, ça répond pas à tous mes besoins. Les seuls moments où j'aurais besoin d'une voiture à Paris, moi, c'est pour partir chez Ikea prendre des meubles. Donc c'est pas avec ça non plus que je vais le faire. Avec cet ami, bon, d'une part, il y a le stockage dans le coffre, évidemment, mais l'autre problème, c'est que tu peux pas aller sur le périph', tu peux pas aller sur l'autoroute. Oui. Et puis, t'as aucune contenance, en fait. C'est juste du transport, donc... Je sais pas si je préférerais pas un vélo électrique que ça, quoi, pour me déplacer dans Paris. Mais c'est quand même intéressant. Après, il faut voir les systèmes qui se mettent en place de location, de partage de véhicules. Tu vois, moi, je pense que c'est le type de véhicule très ponctuellement, je peux en avoir besoin. Alors, on sait que les opérations, pour l'instant, de véhicules partagés n'ont pas été des grands succès. Mais les mentalités évoluent. Là, en ce moment, Paris est en train de se transformer en Amsterdam. Il y a des vélos partout. C'est d'ailleurs, ça va être une cohabitation difficile avec ce qui reste comme voiture. Mais le vélo est vraiment en train de prendre, alors qu'il y a quelques années, il y avait eu des tentatives et ça n'avait pas tant pris que ça. Donc, il faut juste que les mentalités évoluent. Et sur le Fairphone, moi, je pense que c'est un peu comme le piratage. C'est-à-dire que le piratage qui a plus freiné le piratage, c'est pas tant des Adopi, mais c'est plutôt quand on a commencé à avoir des offres commerciales qui étaient meilleures que le piratage. Et je pense que les Fairphone devraient être meilleurs ou carrément moins chers pour vraiment intéresser. Mais c'est ça le problème. Si tu sors un produit qui est juste bien ou légèrement en deçà, en te disant les gens sont prêts à payer plus ou à avoir un peu moins de puissance juste pour avoir un Fairphone, ça prendra pas. Mais c'est exactement le problème. Le truc, c'est que les méthodes de fabrication, mathématiquement, enfin mécaniquement, les méthodes de fabrication les moins chères, c'est celles où tu vas être les plus polluantes. Sinon, ça serait pas un problème. Sinon, on n'aurait pas un problème de pollution. C'est ça la base du truc. Si tu produis au meilleur marché, tu vas être au minimum un petit peu plus polluant. Donc, ça rentre pas, c'est la quadrature du cercle. Tu peux pas faire un téléphone recyclable qui soit aussi bien à moins cher que l'équivalent ou meilleur au même prix. Mais ou alors il y a quelqu'un qui va trouver la solution, mais peut-être que par exemple une des solutions, ça serait un smartphone à monter soi-même. Tu vois, déjà pour éliminer certaines... Tu parles de grand public, là clairement on n'est plus dans la même catégorie. Tu sais, oui, mais de toute façon c'est pas un produit qui va devenir ultra mainstream. C'est ça, mais c'est exactement le but a priori. Le but ce serait que tout le monde s'y mette pour à régler les problèmes de... Je pense qu'on réglera plus les problèmes en incitant les grands constructeurs à se mettre à des process de construction équitables et non polluants qu'une marque qui fasse ça. J'ai envie d'y croire, tu vois, je suis comme tout le monde. J'ai envie de me dire, putain, j'ai envie de le tester pour la chaîne, le Fairphone. Ça fait 2 générations, je me dis, il faudrait que je le teste. Mais généralement, j'ai des retours en disant, ouais, c'est quand même pas, c'est pas simple à utiliser, tu sais. Bon, écoute, peut-être le Fairphone 4, on verra. On verra. Les drones, vous savez, les drones, c'est super, mais en fait, les drones, c'est comme n'importe quel outil, ça peut être super ou utilisé pour faire le mal, et pour le coup, je dis même pas ça de manière ironique. Amazon, là, c'est pas du mal que je parle, Amazon a rejoint d'autres sociétés comme UPS et Alphabet, enfin Wing, qui est une propriété de Alphabet, donc Google, et donc Amazon a, comme ces autres sociétés, l'autorisation désormais d'utiliser des drones pour faire des livraisons. Ils ont commencé à tester, ça fait un moment, c'était en 2013 qu'ils ont commencé à tester pour faire des livraisons en 30 minutes en fait. Et les autorités américaines leur ont donné l'autorisation de commencer l'exploitation commerciale. Donc on va peut-être voir arriver aux États-Unis en tout cas les livraisons en 30 minutes par drone. Mais d'un autre côté, quand on parle de drones, on se rend compte que les cartels mexicains ont commencé à utiliser des drones chargés avec des bombes pour faire des assassinats. C'est des tactiques qui ont commencé à être utilisées en Syrie et en Irak. Et visiblement, ça se répand un petit peu partout ailleurs. Et c'est vrai que le potentiel
destructeur et criminel est important, et ça a l'air de rentrer en fait dans la dans la criminalité quotidienne, j'ai envie de dire. Enfin bon, bref, les drones pour livrer Amazon ou pour faire des assassinats. Voilà, je vous laisse ça comme ça. Je ne fais pas plus de commentaires. C'est sûr que les drones aujourd'hui, mais ça date pas d'hier. Hein. Moi, je me souviens d'images de petits drones DJI chargés de grenades qu'on envoyait sur des troupes européennes. Ça devient un vrai problème pour les militaires, on va dire, occidentaux. Comment, schématiquement, parce que c'est des choses que j'ai entendues, aujourd'hui, un moteur de tondeuse à gazon, tu mets un manche à balai, tu mets des bombes dessus et tu peux avoir un missile à tête chercheuse téléguidé. Tu rajoutes le système de guidage d'un drone DJI qui vaut aujourd'hui vraiment pas cher. Et des, on va dire, des guérillas ont une technologie aussi, aujourd'hui complètement meurtrière. Et c'est pas évident d'ailleurs que les armées occidentales qui ont eux des process technologiques plus compliqués aient vraiment de quoi répliquer ou se protéger contre ce genre de choses. Donc c'est clair que les drones tueurs vont être un problème de plus en plus grave, sans parler effectivement, on va bientôt le voir, hein, les premiers attentats aux drones, a priori il y en aurait eu mais qui ont été un peu dissimulés, mais aujourd'hui c'est hyper tentant de balancer un drone où tu veux, quoi, où tu es spécifique. Pour résumer ça, c'est hyper tentant, je m'entends, ouais, c'est un peu... On comprend bien. Mais aujourd'hui, je pense que ces fameuses notions nauséabondes, d'ailleurs, qu'on entendait pendant les guerres en Irak, la fameuse frappe chirurgicale, je trouve que c'est le combo de phrases le plus horrible du monde, parce que la chirurgie sauve. Donc, mais bon, bref. Moi, ça m'étonne pas trop. Enfin, c'est le sens, on va dire, de l'histoire. Il y a eu des voitures piégées, il y a eu, il y a tout, quoi. Donc après, ce qui est marrant entre guillemets, c'est que le drone, effectivement, c'est quelque chose qui est pas cher, c'est accessible à tous, et ça rejoint les moyens du terrorisme, hein, donc c'est-à-dire peu de moyens. En essayant de faire un maximum de dégâts. Donc voilà, des trucs un peu cheap avec du matos pas cher. Quand il faudra se battre contre les Terminators, on sera bien content d'avoir des drones. Ouais, mais du coup, ça va, tu vois, on a les armées, on va dire, régulières, normales, ont des drones hyper sophistiqués, des trucs qui coûtent des millions de dollars, voilà. Et puis en face de ça, il y a les terroristes avec leurs petits drones, ou les mafias, ou ce que tu veux, hein, les cartels et compagnie, avec leurs petits drones achetés en supermarché. Customisé, et voilà. Donc après, il y a sûrement des moyens de se défendre un peu de ça, hein. Entre les oiseaux que tu peux dresser pour attraper les drones au vol, les systèmes de brouillage et compagnie, mais bon, c'est vrai que ça fait partie des... faut vivre avec, quoi. Ça fait partie des comme une voiture piégée. Tu passes à côté de voiture tous les jours, tu te demandes pas si elle est piégée, tu vois? Tu démarres ta voiture tous les jours, tu sais pas si elle est piégée. Enfin, tu vois, ça... Ouais, je comprends Voilà, ce que tu veux dire. même concept, hein. Ouais. Ok. Après, des oiseaux pour choper des drones, s'il y a des grenades attachées aux drones, il faut apprendre à l'oiseau à aller se poser quelque part de safe, quoi. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Sinon, l'oiseau explose et au moins, t'as sauvé des humains, quoi. Ouais, puis t'as un KFC gratos, quoi. J'aime beaucoup les oiseaux, mais t'as ton poulet rôti direct. Ouais. Oui, Corben dit les oiseaux pour attraper les drones, parce que c'est déjà ce qui se fait aux abords des aéroports. Donc... c'est pas juste une idée en l'air. Allez, voilà. 2 derniers trucs du futur dont je voulais parler, du futur qui est aujourd'hui. Visiblement, LG est en train de travailler sur un téléphone avec 2 écrans, mais encore un modèle de double écran un petit peu original. C'est un écran classique, et puis une sorte de petite aile qui se déploie, qui est un petit écran qu'on peut déplier. On ne sait pas s'il vient de l'arrière ou de l'avant, mais ça fait en fait une sorte de T, le téléphone. On a la barre verticale pour le téléphone classique, et puis une petite protubérance sur le côté au milieu, qui est un écran supplémentaire. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. C'est un écran de 6,8 pouces d'un côté et juste 4 pouces pour le deuxième écran. Et l'autre truc, c'est la tablette Remarkable 2, qui est une tablette en fait qui est complètement focalisée sur l'idée de faire une tablette qui est aussi proche que possible du papier. Donc c'est une tablette qui est en encre électronique, en e-ink. Elle coûte
$400 aux États-Unis. Je suis même pas sûr qu'elle soit en vente en France. Je crois que oui, parce que j'ai vu des pubs. Mais pas de rétroéclairage. Un crayon, enfin un stylet qui reproduit le sentiment du papier. Le taux de rafraîchissement est quand même hyper bon pour de l'encre électronique. C'est la deuxième version du truc. C'est hyper fin, c'est hyper beau, c'est hyper bien designé. Mais ce qu'on en dit, évidemment, c'est que ça coûte 400 ou 450 € pour faire une chose, c'est-à-dire prendre des notes, écrire comme sur du papier. Mais tout ce que fait votre tablette, à part ça, votre tablette avec écran LCD, eh ben, elle ne peut pas le faire. Fait lire des films, afficher des apps comme, je sais pas moi, Facebook et YouTube, impossible. Donc, mais c'est quand même un produit qui est intéressant, qui est très bien designé, qui en intéressera peut-être certains d'entre vous. Mais voilà, 2 trucs originaux dans la tech. Là encore, je vous demande si vous avez des réactions à ces 2 produits, si vous les voulez demain. Moi, j'ai un erratum à porter. Oui. Je viens de percuter un truc. En fait, tout à l'heure, on parlait du Fairphone. Et j'ai été très dur avec le Fairphone. Et en fait, c'est parce que j'ai mélangé avec le PinePhone. C'est pour ça. Ah. Et du coup, ça s'est mélangé dans ma tête parce que le truc qui buzz en ce moment, c'est le PinePhone plus que le Fairphone. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je parlais de complexité d'utilisation. Et voilà. D'accord, il est pas sur Android, PinePhone, c'est ça? Si, je crois, mais c'est un téléphone vraiment modulable. Tu sais, tu peux changer les morceaux. Ça se dev. Tu vois, c'est vraiment pour les devs, quoi. C'est pur et dur. Mais D'accord. voilà, Ok, j'ai ok. switché, donc. Ouais, non, le Fairphone, il est pas dur à utiliser. Je sais que les 2 premières versions, il y avait des trucs qui marchaient pas très bien, et puis la solidité de l'ensemble est pas Oui, mais c'est un téléphone normal. super, mais c'est un téléphone normal, ouais. Non, mais je crois qu'il est sur. Ouais, je crois qu'il est. Enfin, c'est vraiment un truc de dev. Hein. Il y a du Linux dessus, etc. Le PinePhone, ouais. Voilà. Le PinePhone, il n'est pas sur un Android, mais l'Android dégooglisé de base, non? Ou un truc comme ça? Ouais. Je sais pas, après, il y a une monde Écoutez, on fera peut-être un épisode sur le PinePhone. Mais voilà, c'est juste pour dire que je m'étais mélangé les pinceaux et Très c'est bien. pour ça que j'avais été un peu dur avec le Fairphone parce qu'en fait, on parlait pas de la même chose. Voilà, c'est tout. C'est Ok, fin de la parenthèse. tout s'explique. T'as pas été faire. Voilà. Et donc, bon, bah écoutez, si les Remarkable 2 et le LG Wig ne vous parlent pas, si je... Un peu plus, moi, désolé. Hein. Moi, j'ai 2 choses à dire. LG, ils sont quand même spécialisés de sortir des trucs. Tu te souviens de notre vieux débat, Patrick, quand ils avaient sorti les smartphones modulaires auxquels je croyais, et tu me disais ça marchera jamais, et tu avais raison. Bien, LG, quand tu le dis comme ça, j'ai pas besoin de le dire moi-même, c'est très bien. Voilà. Ouais, mais bon, on pourrait argumenter parce que en fait, le concept de modulaire est en train de revenir sur d'autres trucs. Mais bon, bref. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre comme objet. Why not? Mais encore une fois, et là j'extrapole même aux smartphones pliables, contrairement à mes confrères, je suis très enthousiaste de ces technologies. Je me dis, waouh, c'est le futur et tout. Après, une fois que j'ai fait ma vidéo où je suis là, c'est trop cool, un téléphone qui se déplie, bah, arrive un moment sur est-ce que j'en ai besoin au quotidien? Bof. Tant qu'il n'y a pas un vrai usage, une vraie utilité, ce n'est que de la branlette technologique, quoi. Dans l'absolu. Je suis un peu vulgaire en disant ça, oui, mais je suis choqué. Oui, non, mais il y a de quoi. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, je trouve aussi que c'est un truc qu'on fait parce qu'on peut, mais sans forcément penser à l'usage réel. Oui, voilà. Ouais. Et donc, à voir. Mais ça me paraît un produit bizarre. Par contre, effectivement, ce que fait Remarkable, moi, je suis très, très intéressé. Je suis quelqu'un qui vraiment... Tu parles de la tablette. De la tablette. Je bascule de plus en plus mon activité sur une... J'ai envie maintenant d'une deuxième tablette. J'en aurais presque besoin d'une deuxième tablette. C'est vrai que la prise de notes avec quelque chose dont contact ressemblera au papier, ça me dérange pas de pas regarder les vidéos YouTube dessus. Je suis prêt, alors peut-être pas à ce prix-là, mais je suis prêt à avoir des objets dédiés à la prise de notes avec un contact type papier en e-ink, avec peut-être de la couleur. C'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui. Pourquoi de la couleur? Pas pour que ça soit joli, mais que dans la prise de notes, je puisse ajouter des couleurs pour différencier les choses. Donc je vois très bien ça dans mon milieu professionnel, dans ma vie professionnelle. Donc c'est des choses que je suis avec beaucoup d'attention. Écoute, on verra si ça a vraiment une utilité. Quand tu dis moins cher, effectivement, pour le prix d'une tablette qui fait tout, avoir une tablette qui fait que ça, mais peut-être un peu mieux que les autres,
c'est quand même un petit peu difficile à justifier. Mais bon, voilà pour votre dose de futur d'aujourd'hui. On va parler dans quelques instants du futur de demain, ou juste dans quelques heures. Le Mais futur avant proche. ça, oui, on va parler d'Apple et de la keynote d'Apple, quoi, en gros, qui arrive en Ouais. octobre. Mais avant ça, je voudrais Le vous dire... turfu de septembre. Non, normalement, c'est octobre, la keynote. Ah, Enfin, on pense... je sais pas. Ouais, il y a des rumeurs d'une petite en septembre. Hein. Ah, peut-être, ok, bah peut-être. Mais avant ça, j'aimerais tout de même vous parler 2 secondes d'autre chose, c'est le Discord. Je vous annonçais la semaine dernière que j'allais ouvrir une partie publique au Discord des Patriotes cette semaine. Eh bien, c'est fait. Vous avez le lien dans les notes de l'émission ou alors sur notepatrick.com, tout simplement, le lien vers le Discord où vous pouvez aller parler du dernier Rendez-vous Tech et des derniers épisodes de toutes mes émissions. C'est en fait beaucoup plus simple et plus cool d'aller rencontrer des gens de la communauté pour discuter de tout ce dont on a parlé, plutôt que d'avoir des gens sur Twitter qui me parlent juste à moi, des gens sur les commentaires, des gens sur Patreon. Et bien là, on a un endroit où on est tous ensemble. C'est une communauté hyper positive, hyper sympathique, et je vous encourage à aller voir sur Discord comment ça se passe. C'est un outil hyper pratique, un Discord, vous connaissez. Mais donc, le lien est dans les notes de l'émission et sur notepatrick.com si vous voulez aller sur ce Discord. Franchement, on y passe de très bons moments. C'est toujours sympa d'avoir des gens avec qui discuter. J'ajoute que la newsletter également devient hebdomadaire cette semaine. Donc, si vous voulez avoir le meilleur de toute ma veille, et Dieu sait que je fais une veille hyper importante, je lis et je parcours des centaines d'articles toutes les semaines, et je vous livre le meilleur de tout ça dans la newsletter. Là aussi, sur notepatrick.com, vous avez un lien pour vous inscrire à la newsletter, donc c'est possible aussi. Et je voudrais donner un merci spécifique à ceux qui ont laissé des commentaires sur iTunes et sur leurs apps de podcast. Je vous avais demandé la semaine dernière de laisser des reviews et des notes sur iTunes ou sur Apple Podcast ou là où vous écoutez les podcasts. Il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont fait. Un grand merci à vous et merci si vous le faites encore maintenant. Si vous avez oublié de le faire la semaine dernière et que vous voulez dire ce que vous pensez de l'émission, surtout si vous l'aimez bien, je vous remercie grandement de le faire. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission et avoir accès à tout plein de bonus super cool, plus de tout ce que je fais. Si vous appréciez, que vous voulez me rémunérer pour ce que je fais et qu'en plus, vous voulez avoir des bonus partout, sur tous les domaines, pour le Discord, pour la newsletter, pour les épisodes, pour tout, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Un grand merci à vous tous. Bon allez, on parle de Apple. Alors il y a plein de choses qui devraient arriver. Il y a généralement 1 à 2 conférences à la rentrée, parfois une en septembre et une en octobre, parfois une seule. Mais ce qu'on attend pour cette période de rentrée, c'est évidemment les nouveaux iPhones. Alors, je vais vous faire un résumé parce que tout le monde est toujours intéressé par ce qui se passe chez Apple. Désolé pour ceux qui n'aiment pas Apple, mais c'est comme ça que va le monde. Ils font un petit peu plus le buzz que les autres. Et donc, pour savoir à quoi vous attendre, 4 modèles d'iPhone. En fait, un modèle un peu moins puissant, un modèle un peu moins puissant, un modèle un peu moins puissant, un modèle un peu plus puissant, et 2 tailles pour chacun de ces 2 modèles, c'est ce qu'on imagine. Les fameux AirTags à accrocher à votre sac, à votre chien, à votre enfant, pour pouvoir le retrouver facilement, qui sera localisé grâce au système d'Apple. Il y aurait également un nouvel iPad Air qui serait sur le modèle de l'iPad Pro, donc avec les bords très fins et le Face ID. Il y aurait aussi un HomePod plus petit, ça c'est le truc dont tout le monde se fout, un chargeur AirPower qui avait été annoncé puis annulé, qui reviendrait possiblement, qui fonctionnerait un petit peu différemment, mais donc pour charger sans fil tous vos appareils, et même du contenu en réalité augmentée sur votre téléphone qui serait sur l'Apple TV. Donc, vous regardez une série et puis ça vous propose en bonus ou en commentaire réalisateur, ce genre de choses, du contenu en réalité augmentée sur votre téléphone. Moi, j'avoue que ce genre de truc, j'y crois pas du tout. Enfin, je crois que ça va arriver, je veux bien croire que ça va arriver, mais je crois pas du tout que ça sera intéressant. On verra. Et toujours le casque de réalité virtuelle vers 2022, selon Mark Gurman, qui est très bien informé. Donc, il commence à développer en fait le contenu de réalité augmentée pour préparer l'arrivée du casque de réalité augmentée dans quelques années.
Et une autre information intéressante, c'est le moteur de recherche d'Apple qui s'améliorerait de plus en plus, et certains seraient en train de suggérer la possibilité de le voir débarquer sur le web, d'avoir une alternative à Google par Apple. Et c'est infiniment intéressant, évidemment, parce que, d'une part, les moteurs de recherche, c'est un petit peu le système central de l'Internet, c'est le système nerveux de l'Internet. Et donc, Apple qui rentrerait dans ce domaine, ça serait hyper important. Et en plus de ça, ils pourraient le faire en mettant en avant leur argument de protection de la vie privée, ce qui est aujourd'hui impossible pour le seul énorme acteur du marché, à savoir Google. Alors évidemment, il y en a d'autres, DuckDuckGo, Quant, etc. Mais Apple, ça serait un concurrent très sérieux à Google. Donc bon, ça c'est une dernière news un petit peu séparée, mais pour les possibles annonces de la keynote, je sais que Jérôme suit toujours ça de très très près, donc à quoi tu crois? Qu'est-ce qui t'intéresse, Jérôme? Je sais déjà que la trésor de la chaîne va être mise à mal avec tous ces produits-là. C'est mon principal souci. Je pense que c'est pas une année charnière pour Apple. Bien sûr, l'iPhone 12 va avoir des points d'intérêt, mais je pense pas qu'on va non plus assister à des trucs complètement bouleversifiants. Je pense que des choses se préparent. Effectivement, la visière. Moi, je pense plus à une visière d'AR que de VR, mais je me trompe peut-être. C'est ce dont on parle aujourd'hui. La VR ouais. pourrait arriver dans un deuxième temps, mais pour le moment, c'est vraiment la réalité augmentée. Ouais, réalité augmentée. Comme d'habitude, Apple avance par petits pas et réfléchissent bien à l'usage des choses. Moi, je suis très intéressé des évolutions de l'Apple Watch parce que c'est un produit. Il y a encore 2 ans que je disais c'était un produit accessoire, que les jours où j'oubliais de la mettre, c'était pas grave. Mais elle devient de plus en plus importante dans ma vie numérique. J'ai oublié de le mentionner, mais Watch. il y aurait 2 Apple Watch, un modèle qui renouvelle le modèle existant et puis un moins cher. Donc, moins cher. Et je pense que si Apple fait l'Apple Watch SE, et là où moi, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir depuis 1 an et demi chez Apple, c'est que Apple, alors les prix Apple, toujours trop chers, machin, mais quand on y regarde bien, entre les iPads, l'iPhone SE et éventuellement une Apple Watch qui serait en dessous des 200 €, sans dire qu'ils font de l'entrée de gamme, Apple se lance sur des produits beaucoup moins chers. Oui, ça c'est clair, ils ont mis de gamme, ça fait un moment déjà. Ça fait un moment, mais on a encore l'image de Apple trop cher, tu vois, dans nos têtes, et que c'est des produits de luxe, etc. Ce qui montre bien que les choses les plus intéressantes, je pense, chez Apple à suivre en ce moment, c'est leur service. Et le moteur de recherche, quand on voit d'ailleurs ce qui se passe entre Facebook et Apple, qui est hyper intéressant, puisque Apple, avec iOS 14, va mettre à mal tout le business model de Facebook de manière hyper importante. Aujourd'hui, Apple peut donner un énorme coup de pied dans l'ensemble du business des Google, des Facebook, des moteurs de recherche et tout ça. Donc, c'est intéressant à suivre. Tout ça est intéressant à suivre. Ben, je t'ai entendu inspirer profondément. Ouais, non, moi sur le moteur de recherche, j'ai peur que Google, tu vois, il y en a plein des moteurs de recherche, et il y en a jamais un qui lui arrive à la cheville. Tu veux dire au niveau de la part de marché ou au niveau de l'efficacité? Au niveau de la pertinence des résultats. Maintenant, Google, c'est juste, on va dire, une IA entre guillemets, qui indexe et machin, et leur truc est tellement, ils ont tellement d'avance. J'espère qu'Apple en a sous le pied, mais j'ai un gros doute quand même sur la qualité, quoi. On va se retrouver avec un Bing-like ou autre chose, mais je suis pas sûr que ce soit aussi pertinent que Google, quoi. Après, on va voir, on va laisser sa chance au produit, comme on dit, mais j'ai peu d'espoir sur le côté moteur de recherche Apple, quoi. Je dirais que s'il y a une société qui a suffisamment d'utilisateurs pour pouvoir essayer de faire concurrence à Google, il y aurait peut-être Facebook certainement, et peut-être même au premier d'entre eux Facebook, et puis Apple est pas loin derrière. Donc, c'est vrai. Je dirais qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi bons que Google, mais s'ils ont une capacité à faire quelque chose de presque aussi bon, on va dire, qui en plus est préinstallé qui est utilisé sur tous les appareils, et qui en plus
vous permet de protéger votre vie privée, puisque c'est leur idée de base. Ils ne sont pas comme DuckDuckGo ou Quant qui doivent convaincre les gens d'aller les utiliser. Ouais. Ils ont déjà une base installée. Ouais, Ils pourraient faire un DuckDuckGo à grande échelle et grand public, quoi. Parce que franchement, Ouais. DuckDuckGo et Quant, ils sont pas mal. Moi, j'utilise Quant. DuckDuckGo, c'est Google. Enfin, c'est Google. Ils utilisent le moteur de Google. Ouais, d'accord. Mais Quant Ils ont aussi peut-être un peu leur utilise service. un petit peu de leur service aussi. Enfin, un petit peu de de Google Bing. aussi. Ah, c'est Bing Quant? Oui, t'as raison. En fait, c'est Bing. Ouais, enfin, c'est compliqué, mais de ce que Il y a j'ai des accords de compris, ce type-là. ouais, il y avait des trucs comme ça au début, et voilà. Mais ce que je veux Mais, dire, c'est que les moteurs de recherche, les résultats qu'ils donnent sont pas si mauvais, ils protègent votre vie privée, Non. et pourtant, peu de gens les utilisent, malgré la qualité. Je crois qu'Apple Ouais. n'a pas besoin d'être plus convaincant que ça pour réussir mieux, tu vois. S'ils ont Ouais. une pertinence acceptable, le simple fait qu'ils aient une grosse base installée leur permet d'être plus pénétrants dans le marché. Maintenant, ça pose encore d'énormes questions, enfin ça poserait, hein, c'est très théorique, ça poserait d'énormes questions sur les sujets de monopole et de position dominante, etc. On laissera ces conversations-là pour Aux les experts. moments où ça sera confirmé. Mais plus il y en a, mieux c'est. Plus il y a de diversité, mieux c'est, tu vois. Moi, ça me fait C'est toujours sûr. peur de voir qu'il n'y ait que Google, quoi. Tu vois, c'est bien qu'il y ait des alternatives. On est complètement d'accord. Le truc, c'est que la diversité, elle se fait sur 4 lettres. Tu sais, c'est l'ADN de l'Internet, sauf qu'il y a 4 lettres au lieu de 3. C'est GAFAM. Quand on dit de la diversité, c'est l'un des 5. Donc, bon, c'est sûr. Bref. Justement, quand il y a des concurrents qui commencent à percer un petit peu, comme par exemple pour concurrencer les réseaux sociaux, un concurrent qui s'appellerait TikTok, les choses se passent pas forcément très bien. La suite du feuilleton TikTok, il semblerait qu'il soit prêt à annoncer, peut-être même que ça sera le cas quand vous écouterez cette émission, TikTok serait prêt à annoncer, selon CNBC, un acheteur pour son business américain, néo-zélandais et australien, donc en gros la partie concernée par les préoccupations de Trump, pour 20 à 30 milliards de dollars. Il y avait Microsoft, Oracle et même Walmart, le grand distributeur américain qui était sur les rangs. Sauf que, il y a 2 jours, le gouvernement chinois a publié une nouvelle liste de contrôle des exports en y ajoutant l'intelligence artificielle dans l'industrie technologique, ce qui pourrait inclure TikTok, c'est-à-dire qu'ils interdiraient en gros la vente de la société TikTok à une entité américaine. Et on n'est pas tout à fait sûr que ça soit le cas, mais visiblement, les médias officiels chinois ont dit ByteDance devrait très bien lire les notes de nos nouvelles règles avant de prendre quelque décision que ce soit. Donc c'est un petit peu retournement de situation. TikTok était visiblement en train de trouver un acheteur. Et il se pourrait que, de la même manière que le gouvernement américain dit non, pas de TikTok chez nous, le gouvernement chinois dise mais attendez, on ne va pas vendre nos technologies dangereuses, parce que c'est export list, hein, c'est ce genre de choses, au gouvernement américain. Bon, je vous laisserai juger de la moralité et de la justesse de ces 2 décisions. Ce qui est sûr, c'est que les Américains, visiblement, sont à 40% pour le bannissement de TikTok. Alors 40%, ça fait beaucoup. C'est essentiellement sur les lignes des partis. Hein. Les gens qui soutiennent Trump ou du parti républicain sont plutôt pour le bannissement de TikTok. Le truc qui est intéressant à noter, c'est qu'ils sont 70% à être pour, mais il n'y a que 32% qui disent qu'ils connaissent l'application. Donc, et je ne pense pas que ça soit les 2 groupes différents. Hein. Ce n'est pas les 70% qui connaissent non, mais c'est parce l'application. qu'à la télé, on leur dit que c'est dangereux, que les Chinois, ils voilà, leur c'est font ça. peur Oui, de et exactement. puis, moi, je pense que c'est pas un hasard si TikTok est dans la sauce. C'est que TikTok, c'est le truc qui exaspère les parents parce que les gamins passent leur temps dessus, etc. Donc, c'est une cible parfaite pour ce genre de truc. Les gens ne connaissent pas TikTok, mais sont exaspérés par TikTok, quoi. Donc, En attendant, TikTok ne se laisse pas démonter. Ils sont en train de lancer un partenariat avec Teespring, qui vend des t-shirts, pour que les créateurs de TikTok puissent vendre des t-shirts à leur effigie directement depuis l'app. Donc, ils continuent à bosser chez TikTok. C'est bien une intégration de vente de merchandising depuis l'app. Mais bon, clairement, ça se passe difficilement. Teespring, c'est aussi le partenaire de YouTube, pour la petite info.
D'accord. Teespring a je ne savais signé pas. aussi avec YouTube et toute chaîne peut faire des t-shirts chez Teespring. C'est une des seules chaînes de t-shirts qui fait une distribution internationale. C'est pour ça qu'ils raflent tous ces gros budgets. Et ben voilà. Bon, voilà, je pense que, enfin, j'ai pas l'impression que ça vous inspire particulièrement cette histoire de TikTok. On a déjà tout dit dans les épisodes précédents, donc on attendra la conclusion pour en parler plus. En attendant, Facebook est en train de préparer l'arrivée de Facebook News en France. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans quelques mois. Mais enfin, c'est quand je vous disais l'ADN de l'internet, c'est que ne s'écrit que sur 5 lettres. Là encore, ça a tellement de problèmes potentiels et d'opportunités en même temps potentielles que ça fait peur, et ça fait plus peur qu'autre chose. Enfin, je ne sais pas si ça fait peur, mais là encore, on a tellement eu de problèmes avec Google News, on va avoir exactement les mêmes avec Facebook News, peut-être même un petit peu plus. Mais en même temps, l'idée de ce portail, c'est de proposer aux utilisateurs de Facebook des sources plus réputées, avec des sites d'actualité qui sont plus vérifiés. Donc, bon, voilà, je vous laisse commenter si besoin. Juste pour dire que Facebook a également prévenu les partenaires que les nouvelles règles d'Apple sur la vie privée, les changements avec iOS 14, allaient sévèrement réduire les possibilités de tracking sur la plateforme Facebook. Donc, est-ce que ça veut dire réduction des revenus de la pub ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Facebook prévient et fait un petit peu peur. Et comme tu le disais, Jérôme, ils sont en train de... Ouais, si je peux juste commenter là-dessus, il y a confirmation que ça va être un sacré problème pour Facebook en termes de revenus. Et d'ailleurs, pour pas dire juste du bien d'Apple, c'est un sacré problème pour le business model. Je fais du contenu, vous regardez des pubs, quoi. Ça va être un problème. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on demande à l'Internet, en fait ? C'est de faire un petit peu moins de contenu qui est uniquement soutenu par la pub, parce que quand on dépend à 100% de la pub, on est obligé de faire des... Oui, d'accord, mais tout quel faire est le sur les business vues. model alternatif ? On retombe toujours sur le même Ouais, c'est le problème. problème, oui. Est-ce que c'est du contenu payant ? Bah, pour certains, oui. Mais justement, est-ce qu'on va pas vers un Internet qui va augmenter la différenciation sociale, où tu auras un Internet de qualité payant et puis un Internet gratuit pourri. Enfin, je schématise, mais pour moi, c'est un des problèmes. Il n'y a pas que du mauvais dans cet Internet financé par la pub. Ça a T'as complètement permis raison, l'accès d'Internet à plein de gens. Hein. C'est même, pour le dire d'une manière un petit peu différente, que j'avais trouvé très intelligente, j'en parlais il y a quelques semaines. Je ne sais plus qui l'avait dit, il faudrait que je retrouve le nom. C'est peut-être Benedict Evans, je suis plus sûr. Mais ce qu'il disait, c'est que les fausses informations et les informations de mauvaise qualité sont gratuites, et de plus en plus, les informations de bonne qualité et la vérité sont payants. Et c'est le modèle qu'on est en train de donner à Internet. Ouais. Donc, on n'est pas sorti d'affaire. La plupart des gens, quand tu pars dans ce genre de débat, ils disent « Oh, on s'en fout, on mettra un ad-blocker », mais sans réfléchir plus loin que les ad-blockers ne font qu'augmenter ce problème-là dans l'absolu, en fait. M'en parlez pas. Moi, en fait, sur les... moi, ce que je trouve dommage, et moi, je le constate, hein, parce que comme je fais... Bah, comme toi, Patrick, je fais beaucoup de veille. Et je fais ça depuis des années. Hein. Voilà, 17, 16 ans, enfin, je sais pas combien, je sais pas compter, mais des années. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, moi, je vois des sites que j'aimais beaucoup, qui faisaient du travail de qualité, qui vivaient avec la publicité, bah, qui aujourd'hui ont disparu, quoi, et qui sont pas remplacés. C'est-à-dire que on a effectivement, en fait, il y a quand même encore des contenus de qualité, mais très éparses, hein, un petit coup par-ci sur Facebook, un petit coup par-là dans un forum, etc. Mais il y a plus de, ou alors sur des gros sites, des gros médias avec des journalistes, etc. Mais il y a plus rien entre deux, quoi. C'est très rare les... Oui, et puis il y a beaucoup de contenu de qualité qui est en train de disparaître derrière des paywalls. Moi aussi, qui fais beaucoup de veille, je sais que par exemple dans mon Flipboard, toutes les semaines, je suis obligé d'éliminer des sources parce qu'elles sont devenues paywall exclusives, quoi. Et je peux pas me payer toutes les sources, quoi. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il reste du contenu un peu moyen, quoi, qui est même mauvais, qui reste gratuit, quoi. C'est exactement le problème qui est soulevé. Et effectivement, on ne peut pas payer pour tout.
Et donc, si tout est derrière des paywalls, on a accès qu'à une partie des choses, et c'est tout à fait compréhensible, hein, parce que la pub rapporte beaucoup moins, mais j'en parle depuis longtemps, il y a plein de gens qui ont des modèles hybrides, et même si je ne veux pas de modèle uniquement publicité, parce que ça change un petit peu la nature, enfin, j'en veux pas, c'est beaucoup plus difficile à faire bien, je pense que les modèles uniquement payants sont peut-être pas idéaux non plus, effectivement. Et les modèles hybrides, il faudrait que ça fonctionne. Et je dis pas ça parce que moi j'ai un modèle hybride désormais, hein, c'est pas par rapport à moi, mais on le constate bien et vous l'avez très bien expliqué. Si le modèle est uniquement payant, ça veut dire qu'il y a que ceux qui peuvent payer, qui peuvent y accéder. Alors que si on a un modèle hybride qui fonctionne, et c'est pas facile à faire fonctionner, et ben effectivement l'information, certes avec de la pub, mais l'information reste accessible au plus grand nombre. Donc Mais moi, c'est moi je vais important, au-delà de quoi. ça, hein. C'est-à-dire que, effectivement, pour les gens, c'est ce que tu décris, mais moi, tu vois, en tant que créateur de contenu, ça me fait chier qu'il y ait qu'une partie des gens qui accèdent à ce que je fais. J'ai l'impression, enfin, tu vois, moi, quand je fais un truc, j'ai envie que ça soit diffusé à un maximum de monde, tu vois. Bon, ça après, Et- c'est les créateurs à eux de C'est- décider Ouais, s'ils c'est veulent ça, mettre derrière le mais tu paywall vois, ou pas. quand je vois un super article sur Mediapart, tu vois le Ah titre, oui, oui. ou sur je sais pas quelle autre plateforme, tu cliques et paf, t'as le paywall. Bon, bah, alors, je peux prendre l'abonnement si tu veux, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même. C'est-à-dire que toi, tu pourrais le lire si tu as l'abonnement, mais tu peux pas le partager à tes lecteurs. Ouais, Ou, ouais. Mais même, je trouve ça dommage, tu vois, de réaliser. Alors, c'est un business, hein, mais voilà, de réaliser une enquête qui, on va dire, sert pour le bien commun. On va dire ça comme ça, d'information, tu vois, pour les Français, pour la France, dans ce cadre-là de Mediapart, par exemple. Et qu'il n'y a qu'une petite partie des gens qui seront au courant parce que les autres seront passés totalement à côté parce que ça sera sous paywall. Et juste pour terminer, moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup dans l'approche d'Apple, parce qu'on peut les féliciter de dire ils augmentent la protection de la vie privée, ils font de l'anti-pub, c'est moins intrusif, etc. Mais quand on y réfléchit, ils rendent un Internet peut-être plus clean, plus sain pour les gens qui sont prêts à payer, quoi. Ouais, tous les autres. C'est pas philanthropique, c'est pas faire de l'open source non plus. Et je trouve ça un petit peu inquiétant, ce côté chevalier blanc derrière sa bannière payante, quoi. Ce que tu veux voilà. dire, pour clarifier, tu me dis si j'ai bien compris, c'est pas juste qu'ils font un Internet payant pour les gens qui sont prêts à payer les trucs Apple, c'est que ça peut influencer, étant donné qu'ils ont une grosse influence sur les revenus de la pub, s'ils diminuent les revenus de la pub de l'ensemble du net mécaniquement, bah, ça veut dire qu'ils affectent l'ensemble Exactement. des acteurs du net et des internautes, et pas que ceux qui utilisent des produits Apple, c'est ce que tu voulais dire. Tout à fait. C'est les conséquences que ça peut avoir, quoi. Ouais. Et ça paraît bien au premier niveau, mais quand on creuse un peu, ça peut inquiéter. Alors écoute, si je croyais qu'aujourd'hui on allait convaincre les auditeurs que la pub c'est pas si mal, c'est pas ce que je pensais qu'on allait faire aujourd'hui, mais je pense qu'on a eu une réflexion qui est assez solide, hein, et j'imagine que les gens qui auront écouté cette partie de l'épisode se diront ouais, en fait, peut-être qu'il faut pas aller à fond 100% contre la pub, il faut rééquilibrer certainement, mais la pub a du Les bon gens se aussi. disent pas ça. Les gens se disent pas ça. Les gens se disent adblock et fuck. Non, Ouais. moi je te dis Mais- les gens qui ont écouté cette partie de l'émission, Ouais, qui ont écouté. mais ce que tu dis, Corben, est hyper intéressant parce que la réaction classique de adblock et fuck, mais justement, les adblocks sont pris dans la sauce. C'est-à-dire que les adblocks augmentent et accélèrent ce phénomène. Et que les conséquences seront les mêmes. Et tu auras l'air con avec ton adblock quand finalement, il n'y aura plus rien à bloquer, quoi. C'est très bien dit. Bon, bah écoutez, on va conclure avec quelques petites news surprenantes et intéressantes. D'une part, vous connaissez Emule en parlant de publicité et de légalité. Ouais. Oh, c'est des vieux souvenirs. Des vieux souvenirs. Emule est tombé un petit peu dans l'oubli il y a une dizaine d'années. C'était un successeur de Napster et Gnutella et tout ça, vous connaissez. Moi, je les connais de nom, hein, je les ai jamais utilisés. Mais Emule... C'est quoi le truc avec la tranche de citron aussi, là LimeWire. LimeWire, ouais. ouais. Moi, je les connais tous, les gars. Et Emule, c'est le successeur de eDonkey, en fait. eDonkey, Oui, c'est vrai. tout à fait.
Eh ben, eMule, il a eu une mise à jour 10 ans après la dernière mise à jour. Les développeurs ont mis à jour le logiciel. Bon, c'est des mises à jour relativement minimes, mais ça permet au logiciel de continuer à fonctionner. Donc voilà, futur du piratage, eMule peut-être qu'ils vont continuer, hein, c'est intéressant. Autre information qui est peut-être, je l'ai illustrée sur Twitter avec vous savez, ces images où on dit « de ». Jean Castex a admis Stop Covid n'a pas obtenu les résultats espérés. Et pour vous donner quelques chiffres, n'est-ce pas, ils ont envoyé... Attends, c'est 72 notifications depuis sa mise en place, qui était au début de l'été. 72 notifications, vous savez, Stop Covid, c'est l'application qui est censée vous signaler si vous avez été en contact avec une personne qui a eu le Covid-19. 72 notifications. Et rien de... Alors là, on dépasse un petit peu les problèmes qu'on évoquait pendant toute la préparation de l'app, qui est est-ce qu'on utilise le système d'Apple ou un autre. Ça rentre en ligne de compte, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, 72, enfin... Bon. Ouais. Et ça coûte des centaines de millions, de centaines de milliers d'euros à maintenir. Ce qui est énervant avec ce genre de choses, c'est que, enfin, en tout cas, les gens de la tech, entre guillemets, au global, savent d'avance que ça on l'avait dit. Enfin, je veux dire, tout le monde l'a dit, même si tu mets les meilleures technologies dedans, même si tu fais tout bien propre comme ils ont essayé de faire, etc., on le sait que les gens vont pas installer ça. Enfin, personne, jamais, nulle part. Et le truc, c'est que quelque part, ils sont... Enfin, si tu cherches à ménager la chèvre et le chou avec ce genre de truc, en gros, soit il fallait l'imposer, soit il fallait pas le mettre. C'est aussi simple que ça. Ouais, il y a un peu de ça. Ce que je dirais, c'est que souvent, on a des situations où on va vous dire « Ah, mais les experts savaient », c'est pas toujours vrai. Souvent, on prend des décisions et il y a des experts qui disent blanc et d'autres qui disent noir. Et donc oui, on peut trouver des experts qui disent ce que vous pensiez qu'ils disaient si vous cherchez, mais souvent, on a une décision qui est difficile à prendre. Avec Stop Covid, on était tous les gens qui connaissent le domaine, il y avait un consensus absolument absolu sur le fait que c'était pas la bonne méthode. Il y aurait peut-être eu des moyens de le rendre, possiblement de lui donner les meilleures chances, mais déjà, on était, en plus de tous les problèmes techniques, dans une configuration où on avait quasiment les moins bonnes chances et tout le monde était d'accord. Donc oui, c'est sûr que... Il fallait faire un partenariat avec Facebook, hein, ça aurait été le problème. Ça aurait été plus simple. Cette année, les élèves vont commencer à apprendre l'anglais avec un assistant vocal. Alors, je vous vois venir, oh, comment ça, on met Alexa dans les classes pour apprendre l'anglais, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, non. C'est pas un truc complètement... Comment dire ? C'est un truc qui est vraiment spécifique à l'apprentissage de l'anglais. En fait, ça va être testé dans une zone de test pour les classes. Et l'idée, c'est au lieu d'avoir les vieilles cassettes, vous savez, ou cassettes de l'époque, où vous allez répéter bêtement ce que va vous dire la personne, la voix en anglais, bah là, c'est un assistant avec lequel on va pouvoir interagir, qui a été conçu spécialement pour. C'est pas un truc de Amazon ou qui que ce soit. Donc, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est moderniser l'apprentissage du truc, le rendre plus interactif. Au départ, je me disais, assistant, mais attends, c'est peut-être moi que j'ai singé dans ma caricature, là. C'est peut-être moi, je me dis, attendez, assistant, qu'est-ce que c'est que ça, Alexa ? Mais non. En fait, non. Ouais, c'est un truc que j'ai lu, une réflexion que je me suis faite. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans l'émission, mais sinon je répète, c'est pas grave. Mais en fait, les assistants personnels qui commencent à être partout, les assistants vocaux, ils sont pas faits pour nos générations et toutes les générations qui ont plus de 20 ans. Mais quand tu vois justement les nouvelles générations et notamment les gamins en bas âge, comme ils sont en train d'intégrer naturellement le fait de passer des commandes vocales, c'est que si Amazon, tout le monde s'y met aujourd'hui à l'assistant vocal, c'est pas pour nous, c'est pas pour les vieux entre guillemets, c'est parce qu'ils sont en train d'éduquer toute une génération à être à l'aise avec la commande vocale. Et c'est hallucinant. Moi, j'étais chez des amis, les gamins, ils utilisent Alexa, je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec. Hein. Ils passent des commandes, ils posent des questions, ils sont super à l'aise. Alors que moi, tu sais, quand je m'adresse à un assistant vocal, c'est limite si je dis pas bonjour monsieur, quoi. On est mal à l'aise avec la commande vocale. Moi, je lui dis merci.
Ouais, oui, bah, moi, tu sais, je dis merci même aux distributeurs de billets, moi. Donc, j'ai un gros il donne problème. de l'argent, faut être poli, je comprends. Ouais, bah oui, je suis poli. Attends. Tu sais que moi, j'ai même pas. On est tellement strict sur tous ces trucs, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand je tweet des photos de mon fils qui joue à Overwatch. On est tellement strict sur les écrans et tous les trucs, on n'a même pas d'assistant vocal dans la maison. Et j'ai presque peur que du coup, il se retrouve largué, tu sais. En même temps, on est à la campagne avec des paysans. Mais tu te rends pas compte, Patrick, il pourra même plus manger. Si tu sais pas commander vocalement ta pizza, t'es mort dans le futur. Je précise, je dis les paysans, non seulement ils sont super cool, mais en plus ils sont hyper technologiques. Mais disons qu'on n'a pas forcément tous les derniers assistants. Mais du coup, j'ai peur que oui, ils puissent pas faire des trucs de base. Peut-être pas commander à manger, mais me demande. Il y a une vraie question. Je suis tellement restrictif sur la technologie avec le petit. Il a presque 3 ans maintenant. Je me demande si, tu sais, par rapport à ses petits camarades... T'inquiète. Encore quelques années, il fera plein de trucs dans ton dos. Il n'aura pas besoin de toi. T'inquiète, il va se former tout seul. Oh là. Bah, d'une certaine manière... Vas-y. Ouais. Non, mais c'est important d'interdire parce que ne serait-ce que pour que ton gamin te désobéisse et qu'il ait du zèle à apprendre par lui-même. Ouais. Quoi. Mais c'est même pas une question d'interdit, c'est que je crains qu'il ne connaisse pas. Tu sais, il sait même pas de quoi il s'agit, en fait. T'inquiète, ça va. T'inquiète. On en reparle. Bon, je disais à l'instant que la technologie s'écrit, comment je disais, c'était une très belle formule, l'ADN de l'Internet s'écrit en 5 lettres. Eh bien, écoutez, il n'est pas complètement impossible d'être un challenger de cette domination. On parlait de TikTok tout à l'heure, il y a d'autres exemples. Et un autre exemple qui est assez intéressant, c'est Roku. Est-ce que vous connaissez Roku? R-O-K-U. De loin, ouais. Je connais Roku, mais c'est pas la même chose, je pense. Alors, Roku, c'est un lecteur de vidéos, en fait, un petit boîtier. Ah, oui. Un petit boîtier qui lit des vidéos, qui est une sorte de set-top box, en fait, comme une Apple TV, une Android TV, sauf que c'est complètement indépendant. Et ils sont très présents aux États-Unis, beaucoup plus qu'ailleurs, mais ils ont aujourd'hui une part de marché des foyers équipés en Internet haut débit de 40%. Ils sont présents dans quasiment 40% des foyers équipés en Internet haut débit aux États-Unis. Et du coup, ils sont capables d'avoir des négociations avec des grands créateurs de contenu, on parle de HBO, NBC, etc., à égalité avec les plus gros fabricants de boîtiers de ce type. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on se dit qu'a priori, des trucs comme Roku, c'est des marques qui sont un peu anecdotiques. Et bien en fait, non. Et sur ce marché spécifiquement, ils sont visiblement très très forts. Donc je voulais le signaler pour donner une petite note d'espoir sur les questions de monopole. Peut-être qu'il est possible de se faire une place. Bon, c'est spécifique comme marché, mais quand même. Voilà pour cet épisode. Je crois qu'on arrive donc à la fin. Je voudrais remercier très chaleureusement les amis Jérôme et Corben, et même Cédric qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui est toujours dans nos cœurs. Avant de se quitter, bien sûr, est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver? Corben, où es-tu sur Internet? Alors maintenant, je suis sur Twitch, mais à pleine balle. Donc Twitch, on a même fait donc Twitch, c'est CorbenFR, vous cherchez. On a même fait un Discord là, cette semaine, donc un peu comme toi, Patrick. Mais qui cette fois est réservé aux abonnés, donc abonnés Twitch. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et sinon, le blog, comme d'habitude, corben.info. Et puis après, tous les réseaux sociaux, hein, je vous laisse vous débrouiller. Vous trouverez. Très bien, Jérôme. Moi, la chaîne Nowtech. Également, le Mug va revenir à la fin septembre. Le Mug, c'est notre émission sur la tech tous les jours, une petite injection de news tech. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on revient sur Twitch. En fait, l'émission ne sera plus sur YouTube Live, elle sera sur Twitch vers la fin septembre, je n'ai pas encore la date exacte. Bien sûr, elle sera disponible en replay sur YouTube, en podcast, etc. Mais si vous voulez la suivre en direct, il faut nous suivre sur notre Twitch qui est Nowtech QG. Magnifique. Dites-moi, Twitch, Discord, il y a des choses qui se passent là-dedans. Je me demande si... Ah oui, puis j'ai un Discord aussi, mais moi, je vais le lancer un peu plus tard. Ah, d'accord. Okay. Mais il arrive. Il arrive. Écoutez, moi, je suis également présent sur Discord, comme j'en parlais tout à l'heure, mais moi, je suis le modèle hybride, en fait, contrairement à Corben qui n'ouvre son Discord qu'aux riches.
Nous, on a une section qui est ouverte à tout le monde, la section publique, où on peut parler notamment du dernier rendez-vous tech. Si vous avez des trucs à faire remarquer, à discuter, des questions à poser même, vous pouvez retrouver une communauté sympa sur le Discord. Le lien est dans le net de l'émission, dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. Dans le Discord, d'ailleurs, il y a d'autres channels publics sympas, comme par exemple « Questions à Patrick ». Si vous voulez poser une question à Patrick, c'est moi, Patrick, vous pouvez aller poser une question là-bas et je fais de mon mieux pour répondre à tout. J'y arrive pour le moment. Donc, il y a un espace dédié juste pour ça. C'est un exemple. Il y a d'autres petits espaces sympathiques et puis des gens sympas avec qui discuter toute la journée si vous le souhaitez. Il y a également, Discord est disponible sur le web. On n'est pas obligé de télécharger l'app ni sur votre mobile ni sur ordinateur. L'app est très bien, mais vous pouvez aussi y accéder par le web. Donc, allez-y, c'est sympathique, on s'y amuse bien. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com. Il y a un petit lien dans les cartouches pour s'abonner directement. Vous mettez votre email, c'est très bien fait. Grand merci à Kevin qui a designé ce site. Et enfin, si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, patreon.com/rdvtech, pour soutenir ce modèle hybride qui est, je pense, le modèle qui fonctionne le mieux pour l'Internet de demain. Et en tout cas, qui vous donne à la fois des bonus et la satisfaction de soutenir une émission que vous appréciez. Donc, n'hésitez pas à vous lancer si ça vous plaît. Patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Donc, quand vous arrivez chez vous, cling, Patrick, Patreon. Allez, Livy, un médecin en quelques minutes. Moi, c'est Marc, j'ai 27 ans et j'habite à côté de Lyon. J'ai consulté un médecin sur Livy vendredi dernier vers 20h car j'avais des frissons, des courbatures et des maux de tête. À cette heure-ci, le cabinet auquel je me rends habituellement est pas ouvert, donc j'ai essayé Livy. Il s'agit de téléconsultation médicale directement sur son téléphone. J'ai attendu moins de 10 minutes et j'ai été agréablement surpris par la disponibilité et l'écoute du médecin. À la fin de la consultation, j'ai reçu une ordonnance avec le bon traitement et en quelques jours, ça allait mieux. Merci Livy. Livy, un médecin en quelques minutes.